L'Afrique est le continent le plus pauvre du monde et à mesure que les centres économiques d'Asie se développent, elle ne fait malheureusement que prendre du retard. Aujourd'hui, la majorité des personnes dans le monde vivant avec moins d'1 $ par jour vivent en Afrique. Et l'écart de revenus entre une grande partie des nations africaines et les nations développées a été multiplié par 40 ou 50. Traiter un continent entier comme une seule étude de cas économique est normalement une entreprise stupide, car il y a 54 pays en Afrique, chacun avec ses propres systèmes économiques, ses propres gouvernements, ses propres défis et ses propres opportunités. Poser des questions générales sur l'économie de tous ces pays en même temps reviendrait à supposer que les États-Unis et l'Équateur ont la même dynamique économique. Mais en ce qui concerne la pauvreté, il s'agit d'un problème relativement uniforme dans toute l'Afrique. Certes, il existe des exceptions, comme les Seychelles, l'île Maurice et même le Botswana. Mais la majeure partie de la production économique est au mieux instable et repose sur des systèmes fiscaux douteux. Et même dans ce cas, la nation ayant le PIB par habitant le plus élevé du continent se situerait dans la tranche inférieure des revenus moyens en Europe ou en Amérique du Nord. Il est donc d'autant plus important de répondre à la question de savoir pourquoi l'Afrique est pauvre. Le fait que la plupart des pays du continent soient sous-développés a conduit une équipe d'économistes du MIT à rechercher des raisons sous-jacentes qui vont au-delà des problèmes nationaux individuels pour voir s'il existe des obstacles communs au développement économique en Afrique qui ne sont pas présents dans d'autres régions du monde. L'identification et la compréhension de ces problèmes, s'ils existent, peuvent orienter la politique économique et les efforts d'aide pour s'attaquer à la racine du problème plutôt que d'appliquer des pansements sur les symptômes. Donc, quels sont les problèmes fondamentaux, s'il y en a, que les chercheurs du MIT ont découverts en essayant de répondre à cette question? Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus? Et enfin, y a-t-il des raisons d'être optimiste face à un problème par ailleurs assez décourageant? Le succès économique a tendance à conduire à plus de succès économique et les défis économiques font malheureusement de même. Aujourd'hui, les pays d'Afrique sont confrontés à une combinaison de problèmes que le monde connaît peut-être trop bien. L'instabilité politique, la corruption et la destruction du capital rendent plus risquée l'implantation d'industries sur le continent, ce qui signifie que les gens n'ont pas accès à des opportunités économiquement valables, ce qui entraîne l'appauvrissement des populations et, partant, une instabilité politique encore plus grande. À cela s'ajoutent des problèmes modernes. Avec l'ouverture du monde au commerce international et aux travailleurs, il est devenu plus difficile pour les industries africaines d'être compétitives et plus facile pour les travailleurs africains talentueux de partir pour trouver de meilleures opportunités dans les pays plus riches. Ces problèmes sont bien documentés et bien compris, mais ils sont les symptômes d'autres problèmes sous-jacents. Pourquoi l'Afrique a-t-elle continué à lutter contre ce cercle vicieux alors que les pays de tous les continents n'ont pas connu les mêmes problèmes ou ont pu les résoudre? La géographie serait un bon point de départ. Presque comme dans un jeu de stratégie en temps réel, l'endroit où les pays se trouvent sur une carte a un impact sur leur développement au début du jeu. La terre est l'un des facteurs de production, au même titre que le travail et le capital. Mais d'une certaine manière, c'est presque le facteur de production fondamental, car même dans les premières civilisations remontant à des milliers d'années, une bonne terre permettait de faire vivre plus de gens. Plus les gens étaient nombreux à vivre de la terre, plus ils pouvaient se spécialiser dans les domaines techniques d'une société en dehors de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture, qui leur permettaient de survivre. Il est évident que l'Afrique est un continent immense, mais la terre, au sens économique du terme, s'étend également à d'autres aspects de la géographie, comme la fertilité des terres, l'accès à l'eau potable et, en fin de compte, l'accès aux matières premières et aux routes commerciales. Chaque fois que les économistes se penchent sur la pauvreté en Afrique, ils mentionnent presque systématiquement l'abondance des ressources naturelles qui existent sur le continent, qu'il s'agisse de métaux précieux, de combustibles fossiles, de diamants ou même de terres rares qui sont devenues vitales pour l'électrification de l'économie mondiale. Les milliers de milliards de dollars enfouis dans le sol du continent rendent la pauvreté encore plus déchirante. Car si la terre est si abondante à cet égard, cette même terre a joué contre les populations qui l'habitent depuis des milliers d'années et les a placées dans une position telle qu'aujourd'hui, alors que ces ressources naturelles sont les plus précieuses, elles sont mal équipées pour en tirer parti. Le point de départ le plus évident est l'isolement de la majeure partie du continent. Le désert du Sahara divise le continent d'est en ouest, et pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, il a agi comme un grand océan, faisant de la plupart des terres du Sud une île physiquement séparée des nombreux développements sociétaux qui ont eu lieu le long des routes commerciales entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Même aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord situés le long de la Méditerranée sont plus intégrés dans les affaires mondiales et sont généralement plus développés que les pays du Sud et du centre du continent. Le désert du Sahara est une caractéristique géographique si importante sur le plan économique que les économistes considèrent souvent l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne comme deux entités totalement distinctes. Les deux ont leurs problèmes, mais ceux de l'Afrique subsaharienne ont tendance à durer.
Le fait d'être isolé des premiers échanges mondiaux et de la diffusion des idées et des technologies a mis le sud du continent en retard par rapport à ses voisins du nord, et l'a également ouvert plus tard à l'exploitation des régions technologiquement supérieures qui établiraient des connexions avec le continent d'une manière qui n'était pas mutuellement bénéfique, c'est le moins qu'on puisse dire. En outre, la terre elle-même n'est pas particulièrement fertile. Le passage à une agriculture productive est l'une des choses les plus importantes que l'humanité ait jamais faites, mais il était manifestement plus facile de franchir cette étape là où la terre était naturellement plus fertile. Le désert du Sahara n'est évidemment pas idéal pour l'agriculture, mais même les terres apparemment les plus fertiles du centre du continent ont un sol de mauvaise qualité, qui est sujet à une érosion rapide s'il n'est pas géré avec soin par les techniques agricoles modernes les plus avancées. Une civilisation ancienne aurait eu beaucoup de mal à développer l'agriculture compte tenu de ces facteurs et n'aurait pas été vraiment incitée à le faire. Dans les régions luxuriantes où l'agriculture aurait été possible, il était tout simplement plus facile de chercher de la nourriture et de la chasser plutôt que d'investir des efforts dans le développement de fermes. L'Afrique subsaharienne est également un environnement très peu propice au développement de structures. Les régions les plus fertiles sont infestées de maladies tropicales, d'insectes et d'animaux sauvages qui favorisent généralement les groupes humains qui restent dispersés et mobiles. Les anthropologues comparent cela aux théories qu'ils ont sur d'autres développements précoces qui tournent autour de ce qu'ils appellent le piège du sédentarisme. Dans ce cas, les groupes humains trouvent une région si riche en vie et en ressources importantes pour les premiers hommes, comme l'eau douce, le bois et l'absence de prédateurs, qu'ils deviennent sédentaires dans cette région pendant des générations, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé tout ce qu'ils pouvaient chasser ou cueillir. À ce stade, l'agriculture devient la seule option si le groupe a perdu ses habitudes nomades. Ces jardins d'Éden, comme les anthropologues les appellent, n'existaient pas vraiment en Afrique, de sorte que les gens devaient rester en petits groupes et se déplacer sans cesse. Aujourd'hui, cette situation a donné naissance à un continent composé de nombreux groupes ethniques différents qui parlent des centaines de langues et ont tous des normes culturelles très différentes. Même si le continent est divisé en un grand nombre de pays différents, ces pays eux-mêmes sont souvent divisés à l'intérieur entre différents groupes. Le grand groupe de frontières tracé au hasard est également à l'origine d'autres problèmes économiques. Il est vrai que cela est dû en grande partie à l'ombre laissée par le colonialisme, mais nous ne sommes pas encore là. En ce qui concerne l'utilisation de la terre comme facteur de production pour le développement économique, ce réseau dense de frontières signifie également que de nombreux pays sont coupés du monde extérieur, parce qu'ils n'ont pas accès aux océans pour le commerce international. Les infrastructures de transport pour le commerce sont très minimes, et celles qui existent sont loin d'être entièrement développées ou sont des voies ferrées héritées des empires coloniaux qui tombent en ruine et n'ont été mises en place qu'avec l'intention d'exploiter les ressources plutôt que de construire une économie indépendante. Les liaisons entre les pays sont souvent, au mieux, des chemins de terre, et même ceux qui ont la chance d'être directement sur l'océan pour pouvoir participer au commerce mondial se heurtent encore à d'autres obstacles géographiques majeurs. La majeure partie de la côte africaine, en particulier à l'ouest, est surélevée, et il n'est pas du tout pratique d'y développer des ports de navigation importants. Avant même que les humains n'existent, l'Afrique était loin d'être un lieu idéal pour le développement économique. Ces défis ont également influencé les autres facteurs de production, y compris un facteur que nous mentionnons rarement sur cette chaîne. Les macroéconomistes parlent souvent de la manière dont la terre, le travail et le capital interagissent pour influencer une économie. Dans le cas de l'Afrique, les terres n'étaient pas idéales pour l'agriculture, le commerce et l'industrie, ce qui signifiait que la population était moins nombreuse et plus dispersée, que la main-d'œuvre était moins concentrée et que les centres commerciaux étaient moins nombreux, de sorte qu'au lieu de développer et de partager des technologies, des infrastructures et des capitaux, ils s'efforçaient davantage de survivre. Mais il y avait aussi un autre élément, à savoir l'esprit d'entreprise. Lorsque les économistes parlent de l'esprit d'entreprise comme d'un facteur de production, ils ne font pas seulement référence aux personnes qui se lancent dans la création d'entreprises, mais plutôt aux personnes, ou même aux institutions, qui peuvent coordonner les autres facteurs de production, la terre, le travail et le capital, pour en faire quelque chose d'utile. Il convient de noter qu'un grand nombre d'économistes se contentent souvent de regrouper ces facteurs avec le travail, car le travail ne tient pas seulement compte du nombre de personnes travaillant dans une économie, mais aussi de leurs compétences. Une main-d'œuvre plus qualifiée devrait être en mesure de produire davantage de biens économiques. Le fait que l'esprit d'entreprise ne soit qu'une compétence parmi d'autres explique pourquoi ces deux notions sont souvent regroupées. Mais le cas économique de l'Afrique est peut-être l'un des exemples les plus clairs de la raison pour laquelle il est suffisamment important pour être considéré comme un élément à part entière. L'essentiel de ce qui précède est basé sur les travaux de Daron Acemoglu et James A. Robinson du MIT dans leur publication intitulée simplement « Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre ?»
Nous avons eu la chance de nous entretenir directement avec le professeur Acemoglu, qui, outre la publication de cet article, a également écrit le livre légendaire Why Nations Fail, tout en étant l'un des chercheurs universitaires les plus prolifiques de l'histoire de l'économie. Inutile de dire qu'il était bon d'avoir son point de vue direct sur une question aussi complexe. Peut-on comprendre l'Ukraine aujourd'hui sans sa géographie? Non. Toute son histoire, surtout récemment, à côté de sa Russie. C'est géographique. Et vous ne pouvez pas comprendre l'Arabie Saoudite sans sa géographie, c'est-à-dire ses dotations, le pétrole. Si l'Arabie Saoudite n'avait pas de pétrole, ce serait un endroit très différent aujourd'hui. Donc, il y a des facteurs géographiques qui comptent. Mais la question est ça, à laquelle James Robinson et moi avons donné une réponse catégorique, non catégorique. Est-ce que la géographie est le facteur principal qui explique les grands écarts de revenus par habitant et de prospérité dans le monde? Et la réponse à cela est non. Les institutions sont de loin plus importantes. Vous avez absolument raison. L'Afrique subsaharienne est vraiment un cas frappant de pauvreté, d'incapacité à se développer économiquement, à construire une industrie et à prospérer. Encore une fois, même si ces défis existent, il est important de s'attaquer à la cause sous-jacente de phénomènes tels que la lenteur de l'adoption des technologies. Dans leurs recherches, Acemoglu et Robinson se sont penchés sur différents groupes du continent et sur les motivations individuelles qui les ont poussés à adopter ou non certaines technologies, même lorsqu'elles étaient mises à leur disposition. Même les technologies les plus simples, comme la roue, n'ont pas été largement adoptées. Le transport bon marché, qui permet une technologie aussi simple, signifie qu'il devient de plus en plus facile pour les sociétés de se développer en dehors des petits groupes de villages, car les ressources peuvent être échangées entre différentes régions, ce qui permet aux gens de se spécialiser. Si des charges lourdes de nourriture, d'outils ou de matériaux de construction doivent être transportées sur la tête, c'est beaucoup moins efficace qu'une simple charrette à bras. À ce moment-là, il devient plus facile pour les groupes sociétaux de devenir autosuffisants parce qu'il est très difficile de faire du commerce. Cette situation n'est pas propre à l'Afrique. Les indigènes australiens ont également été largement tenus à l'écart des premiers échanges mondiaux de technologies et sont restés pour la plupart des groupes autosuffisants de chasseurs et de cueilleurs jusqu'à ce que des colonies occidentales s'établissent dans leur pays. Si cette histoire s'arrêtait là, cela expliquerait peut-être pourquoi l'Afrique a été historiquement en retard sur les empires du Nord, mais cela n'expliquerait pas pourquoi elle est restée en retard. Ce que Acemoglu et Robinson ont trouvé intéressant, c'est que même après que les roues sont devenues monnaie courante sur le continent, les groupes étudiés préféraient toujours faire les choses à la main, et il n'y avait pas de raison claire à cela, jusqu'à ce qu'ils examinent les institutions qui régissaient ces régions. À l'époque où la technologie occidentale est arrivée en Afrique, des régions comme le Royaume du Congo étaient vaguement dirigées par des rois qui gouvernaient par décret, avec peu ou pas de contrôle. Ils percevaient des revenus par le biais de taxes arbitraires et prenaient les choses par la force lorsqu'ils le jugeaient nécessaire. Cela a poussé les groupes qui voulaient éviter le règne de ces dirigeants incontrôlés à s'éloigner davantage des routes de base qui existaient dans la région. Ainsi, au lieu de développer une culture du commerce et de l'interdépendance, les institutions dirigeantes tyranniques ont encouragé exactement le contraire. La fraction des groupes autosuffisants s'est poursuivie jusqu'à nos jours, où, même à l'intérieur des nombreuses frontières de l'Afrique, il y a souvent les douzaines de groupes culturels différents dans un pays qui se disputent la représentation politique et le pouvoir. Dans ce type d'environnement, il est facile pour de mauvais dirigeants de s'installer au pouvoir en apaisant leur groupe et en gérant le pays de manière à ce que cela se fasse aux dépens de tous les autres. Cela ne valait pas non plus la peine de consacrer trop d'efforts à la fabrication de choses aussi simples qu'une charrette à bras, alors qu'un monarque absolu pouvait s'en emparer à sa guise. Bien entendu, tout cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, et il est impossible de se pencher sur les luttes économiques actuelles de l'Afrique sans explorer la conquête et le colonialisme. La traite atlantique des esclaves et les empires coloniaux ultérieurs ont considérablement aggravé tous les défis auxquels le continent africain était confronté, à savoir des populations divisées, des environnements inhospitaliers et une gestion économique médiocre. L'économie de base de la traite des esclaves était malheureusement d'une simplicité presque brutale et s'appuyait sur un grand nombre des faiblesses fondamentales que nous avons explorées jusqu'à présent. Les empires coloniaux avaient établi des plantations dans les Amériques nouvellement découvertes, mais malheureusement pour eux, contrairement à beaucoup de leurs autres colonies dans les Indes orientales, la population autochtone mourait trop rapidement pour être mise à contribution dans la culture d'épices exotiques. Les Européens ont donc dû importer une nouvelle main-d'œuvre et comme ils n'allaient pas le faire eux-mêmes, ils se sont tournés vers l'Afrique.
Bon nombre des dirigeants africains incontrôlés de l'époque avaient déjà recours à l'esclavage et étaient heureux de participer à cette horrible industrie en échange de technologies européennes, en particulier d'armes à feu. Les armes à feu étaient des outils techniquement avancés, mais contrairement à beaucoup d'autres technologies, elles ne posaient pas le même problème de revendication parce qu'elles étaient à la fois une propriété et un outil permettant de faire respecter les droits de propriété. Les groupes puissants pouvaient ainsi se procurer des outils pour devenir encore plus puissants et tirer profit de la capture de leurs rivaux pour les envoyer à l'étranger. Les Européens ont utilisé cette main-d'œuvre servile dans leurs nouvelles colonies pour produire des biens exotiques à vendre en Europe, et ils ont utilisé ces recettes pour acheter encore plus d'armes à vendre à l'Afrique en échange d'une plus grande quantité de main-d'œuvre servile. S'ils n'ont pas simplement établi des colonies en Afrique, c'est parce qu'à cette époque, les groupes africains, après une longue histoire de lutte entre eux, étaient des adversaires assez puissants, surtout sur leur propre territoire, qui était de toute façon plein de maladies tropicales, d'animaux dangereux et d'un sol inférieur à la moyenne. Il était tout simplement plus facile de traverser l'océan Atlantique à la voile, ce qui montre à quel point l'Afrique était difficile à coloniser. Bien entendu, ce système n'a pas duré éternellement. Les colonies américaines ont commencé à revendiquer leur indépendance et la révolution industrielle a permis aux armées occidentales de devenir beaucoup plus puissantes très rapidement. Dans les années 1900, avec des voiliers en bois et les premières armes à feu, il n'aurait tout simplement pas été économiquement viable de coloniser l'Afrique comme les puissances européennes le faisaient avec d'autres régions du monde. Mais avec les armées modernes, les bateaux à vapeur et les traitements de base des maladies tropicales, le vaste continent africain a commencé à devenir une colonie très attrayante, d'autant plus qu'il regorgeait de ressources qui sont devenues soudainement très utiles à l'ère industrielle. Cette période a été vraiment horrible pour le continent, au point que nous ne pouvons pas entrer dans les détails sous peine de voir cette vidéo retirée de YouTube. Mais d'un point de vue purement macroéconomique, elle a jeté les bases d'un grand nombre de problèmes gouvernementaux auxquels le continent est encore confronté aujourd'hui. Lorsque les puissances coloniales ont quitté l'Afrique, elles ont emporté avec elles leurs outils, leurs structures dirigeantes et leurs relations industrielles. L'éducation sur le continent était pratiquement inexistante, et de nombreux groupes ne pouvaient même pas revenir à leur mode de vie traditionnel. De violentes prises de pouvoir ont eu lieu sur tout le continent, et même si les dirigeants qui se sont emparés du pouvoir étaient tout à fait bienveillants, ils n'avaient aucune formation concernant la gestion d'un gouvernement efficace. Bien entendu, de nombreux dirigeants du continent n'ont pas été bienveillants, et des cas de corruption se sont produits. Ajouter de l'indépendance, vous savez, un peu de... L'Afrique avait les débuts du système bureaucratique, un système judiciaire, etc., que les Européens avaient eux-mêmes établi, mais c'était surtout dans les zones principales. Les centres de population, dans les principaux centres urbains, n'avaient pas pénétré la société. Ils n'étaient pas devenus complètement légitimes. En fait, les Européens détruisaient souvent des institutions indigènes plus légitimes lorsqu'elles tentent de construire les leurs pour raison de contrôle, par exemple, la colonisation du Nigeria par les Britanniques. Ils ont tenté d'implanter leur propre famille dirigeante dans des lieux comme la Sierra Leone également. Et quand ils sont partis, la coquille, le squelette des institutions, ils n'ont pas été très utiles pour créer de nouvelles activités économiques, mais elles étaient très favorables à un homme fort, pour les prendre en main et les utiliser pour l'extraction. Les ressources naturelles, qui devraient être le ticket d'or de l'Afrique pour la prospérité économique, ont souvent été utilisées par des dirigeants despotiques comme leur tirelire personnel pour assurer leur propre pouvoir. Les bouleversements politiques constants et le maintien au pouvoir d'autorités incontrôlées signifient que le continent dans son ensemble a subi une grave atteinte à sa réputation, au point que toute industrie en Afrique est intrinsèquement considérée comme plus risquée qu'une industrie similaire sur un autre continent. Cela signifie que l'Afrique a eu du mal à obtenir des financements pour des projets même élémentaires, présentant d'énormes avantages potentiels, parce qu'ils sont considérés comme trop risqués. Cette réputation est parfois méritée. Il y a quelques mois, nous avons examiné le conflit qui se déroulait au Niger et la manière dont il interrompait le développement d'un oléoduc, l'un des projets d'infrastructure les plus faciles à rentabiliser. Mais même dans ce pays géopolitiquement incertain, le risque n'en valait tout simplement pas la chandelle. Heureusement, même si la situation semble désespérée, il y a des raisons d'être optimiste. De nombreux problèmes sous-jacents à l'échec de la mise en place d'institutions solides pour gérer le développement économique commencent à montrer des signes positifs de progrès. L'article de Robinson et Acemoglu a été écrit il y a plus de 13 ans, et beaucoup de choses ont changé depuis. Mais il s'agira d'un ensemble hétérogène et cela prendra du temps. Le Botswana est l'un des pays à la croissance la plus rapide au cours des dernières 60 ans depuis son indépendance. Et si vous regardez sur le Botswana, il y a tous ces problèmes
que les autres sont attribués à l'Afrique. C'est un pays enclavé. Ce n'est pas un pays facile à naviguer à cause de ses richesses, de toutes sortes de barrières naturelles pour se déplacer et d'autres problèmes. Il possède des diamants qui ont été, après une malédiction pour d'autres pays africains. Cela a également commencé, et c'est périodé sur des indépendances extrêmement pauvres et sans beaucoup de routes, où tout type d'élite est éduquée. Et cela crée de meilleures institutions pour diverses raisons. Nous pouvons en discuter si cela vous intéresse. Mais cela a construit de meilleures institutions, a créé des droits de propriété stables. Il a créé une démocratie qui a fonctionné assez bien au fil du temps. N'a jamais conduit à un système où le système judiciaire était biaisé en faveur d'un groupe par rapport à un autre. Il a investi dans les gens, dans l'éducation, dans les infrastructures publiques. Il a place bien s'enchérir la richesse du diamant. Et d'ici a atteint ce niveau de revenus relativement élevé. Les taux d'intérêt sont actuellement élevés dans le monde entier, ce qui signifie que les investisseurs internationaux sont encore moins attirés par des endroits comme l'Afrique, puisqu'ils peuvent obtenir de bons rendements en achetant simplement des investissements extrêmement sûrs. Lorsque les liquidités rapportent moins d'1%, ils seront peut-être un peu plus motivés pour considérer à nouveau l'Afrique comme une option. Le continent est de nouveau impliqué dans un certain nombre de conflits très médiatisés, ce qui incite même des pays comme la Chine à prendre du recul pour voir comment tout va se passer. Personne ne peut prédire l'avenir, et surtout pas les économistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans à peine, la majeure partie de l'Asie était dans la même situation économique que la majeure partie de l'Afrique aujourd'hui. Il y a 300 ans, un clin d'œil dans le grand schéma de l'histoire de l'humanité, même les nations occidentales les plus riches avaient une production économique similaire à celle du continent aujourd'hui. L'une des conclusions les plus poignantes à la recherche d'Acemoglu et de Robinson est que le succès économique tend à conduire à plus de succès économique. La plupart des économies à travers l'histoire ont été stagnantes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Si l'heure de l'Afrique arrive, elle pourrait être une réussite économique, comme toutes les autres régions qui ont connu des problèmes jusqu'à ce qu'elles fassent leur première percée. L'intégralité de notre entretien avec le professeur Acemoglu peut être écoutée sans publicité sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming musical. Nous avons brièvement abordé le problème de la corruption moderne dans cette vidéo, mais c'est un sujet que nous avons largement traité dans notre vidéo sur l'Érythrée, l'un des exemples les plus clairs d'une nation africaine en difficulté. Vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.